Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour et bonne année, Elisabeth Martichoux. Et bonjour. Donc, Bonjour. vous êtes président du groupe LR au Sénat, ça tombe bien parce que c'est au Sénat que ça se passe. Concernant le fameux pass vaccinal, vous êtes à la tête du groupe majoritaire LR et vous êtes le monsieur 100 jours de Valérie Pécresse. Donc c'est vous qui préparez ce qui pourraient être les premiers textes de la candidate si elle était élue le 24 avril. On va y venir parce que d'abord, hier soir, Jean Castex est venu sur France 2, il s'y est collé, comme on dit familièrement, pour simplifier la procédure à l'école. Il ne faudra plus, si je puis dire, que 3 autotests et ils seront gratuits en cas de cas contact. Bon, comment jugez-vous cette affaire d'école depuis une semaine? Et 2, qu'est-ce que vous feriez, vous? C'était le grand cafouillage. On a changé de protocole en 3 semaines, pratiquement 3 fois. Il y avait une urgence et le Premier ministre est venu lui-même. Ça n'a pas été M. Blanquer, vous l'avez remarqué, hein, au journal télévisé de 20h. Parce que c'est un désaveu, parce que vous savez que les parents et la communauté éducative, quelques heures avant, dans une interview d'ailleurs un dimanche, ont appris la veille de la rentrée. Et puis 72 heures après, même pas 48 heures après, on change de pied. Donc c'est le retour de l'absurdistan. Cette crise aura été marquée par une gestion souvent chaotique, notamment la première année, et on a un exemple de plus de mesures qui étaient totalement bureaucratiques, qui ne correspondaient pas à la réalité, qui étaient impossibles à suivre de la part à la fois des enseignants, mais surtout des familles. Et donc, heureusement, il y a une évolution. Vous me demandez ce que j'aurais fait... Fond, pour vous, ça résume la gestion sanitaire du gouvernement. C'est emblématique. Une partie, en tout cas, bien sûr. Le poids de la bureaucratie, bureaucratie est immense. Il ne faut pas se contenter de critiquer. Vous avez raison. Qu'est-ce que vous feriez? Je pense que sur le sujet de l'école, ce que nous aurions fait, d'abord Valérie Pécresse avait fait cette proposition de décaler et ça aurait permis d'ajuster de 8 jours plutôt que de tomber dans le désordre. Ce que moi j'aurais fait, ce que nous aurions fait, c'est que j'aurais équipé toutes les classes de France de capteurs de CO2. Ça fait des mois et des mois que je l'ai réclamé. Les collectivités locales de le faire, elles ont 20 millions, elles ont un fonds de 20 millions. Je vous dis ce que dit le gouvernement. Bien sûr. On a débloqué 20 millions. À charge pour les collectivités de les acheter. C'est pas idiot, elles gèrent déjà beaucoup d'équipements dans les écoles. Je considère, écoutez, moi je suis républicain et je considère que la santé publique, ça n'est pas les collectivités. Je sais que les collectivités, et c'est moi qui avais dérouillé avec d'autres au Sénat la possibilité des collectivités d'acheter des masques au début de la crise. Donc, mais ça, c'était pour compenser le déficit de l'État. Mais vraiment, de grâce, la santé publique, ça doit être uniforme sur le territoire. C'est une compétence de l'État. Nous aurions donc équipé en capteur CO2, et c'est fondamental, toutes les classes. Qu'est-ce qui se serait passé donc? Parce que le capteur perçoit... Mais oui, parce que l'hiver, l'été... Tous les enfants à l'école? Bien sûr. Non. Simplement, vous savez, et toutes les études ont montré, de par le monde, que la contamination ne se fait pas par des gouttelettes, elle se fait par les aérosols. Et que ouvrir les fenêtres régulièrement, c'est une mesure de santé publique. Le problème, c'est que l'été, vous ouvrez les fenêtres, d'abord, il n'y a pas d'école, mais l'hiver, vous n'ouvrez pas les fenêtres spontanément. Donc le capteur de CO2 permet de dire, attention, il y a un signal. Il y aurait pu y avoir des purificateurs d'air, mais c'est plus cher. Ce que j'aurais fait, par contre, sur la crise, plus fondamentalement, au-delà de l'école, c'est les lits de soins critiques, les lits de réanimation. Parce que vous savez qu'on nous en avait promis des milliers de plus. En réalité, il y en a moins, faute de personnel soignant aujourd'hui. Et c'est là le vrai déficit du gouvernement. Il y a moins, par exemple, un président d'ailleurs de la Société française des réanimateurs, des anesthésistes, me disait qu'il y avait actuellement à peu près 300 anesthésistes, réanimateurs qui allaient partir en retraite. Et vous avez en France, en plus, en même temps, 330 postes qui ne sont pas pourvus. Il faut ouvrir le numerus clausus pour les internes. Alors, il a été en partie ouvert. Pour les internes. Ça n'aurait évidemment, et vous le savez bien, pas eu d'effet sur les contaminations. Et c'est ça qu'il faut gérer aujourd'hui. Non, mais vous savez que puisque c'est de cela dont il s'agit. La Cour des comptes a fait un excellent rapport. Dans les écoles. La Cour des comptes a dit, voilà, il y a eu des milliards de déversés, le Ségur de la santé, mais le grand oublié, l'angle mort, c'est les services de réanimation. C'est incroyable, c'est stupéfiant. On a dépensé des milliards et on a oublié les lits qui permettent de piloter... Le Ségur a raté sa cible. Bien sûr. C'est ce que vous nous dites. Appel à la grève jeudi des syndicats enseignants.
Ça ajoute de la confusion ou c'est un appel légitime pour vous? Est-ce que vous soutenez les syndicats enseignants? Non, je pense que ça va encore perturber les familles, que ça va perturber l'école. Mais je pense qu'il y a un cri de colère spontané que je peux comprendre, mais je ne le soutiens pas, face à cet absurdistan, face à ces mesures qui étaient parfaitement inapplicables et qui ont empêché le bon fonctionnement de l'école. Voilà, pour la Alors reprise. hier, Emmanuel Macron, à propos de cette complexité extrême à l'école, a dit oui, c'est très difficile pour tout le monde, mais il faut faire preuve de solidarité, d'engagement et d'exigence. Comment vous comprenez cette phrase? Est-ce que pour lui, ne pas être solidaire, ne pas être engagé, bref, critiquer, c'est mettre de l'huile sur le feu Comme il alors l'a que fait, la mais situation est complexe? il le fait régulièrement. Emmanuel Macron, qui souvent dénonce les populismes, fait du trumpisme chic. Il l'a fait la semaine dernière en indiquant qu'il avait très envie, comme lorsqu'on gouverne, est-ce que c'est une affaire d'envie, franchement? Non, c'est une affaire de devoir, de nécessité. Mais il a fait du trumpisme chic. Il a simplement, dans un objectif politicien, où le candidat, avec ses petits calculs électoralistes, a pris le pas sur les devoirs du président, il a cherché à se constituer un socle électoral sur la base d'une majorité vaccinale, puisque plus de 90% des Français sont vaccinés. Je pense que c'est en dessous de tout. En dessous de tout? Oui. Bon, vous aviez parlé d'outrage, et là vous dites c'est en dessous de tout. J'avais indiqué que c'était pas vraiment. J'avais indiqué que ça n'était pas Ouais. un dérapage de plus, mais l'outrage de trop. Je le répète, ça n'est pas admissible de la part d'un président de la République. Donc, C'est là, inadmissible. vous faites allusion- On ne répond pas à la violence. Ah, j'ai très envie d'emmerder. Hein. Bien sûr, on ne répond pas à la violence, surtout dans le climat actuel, par de la violence. On ne répond pas à la division des Français, qui sont déjà très Alors, divisés, les Français sont divisés, en divisant en un effet. peu plus. Il y a un sondage IFOP que je voulais vous soumettre qui dit que 51% des Français veulent prioriser les malades du cancer sur les non-vaccinés à l'école. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez à l'hôpital, bien sûr? Est-ce que vous comprenez? Non, mais notre système de soins, ça n'est pas celui-ci. Et vous savez, j'ai des médecins dans mon entourage, mais un médecin, il est là pour soigner. Et justement, c'est une pente dangereuse sur laquelle a commencé à nous entraîner Emmanuel Macron lorsqu'il a voulu dire, voilà, il y a des Français de seconde zone, les non-vaccinés. Quel est le terme de Là, vous faites ce allusion à sa raisonnement? phrase sur les citoyens qui ne sont pas, les irresponsables non vaccinés qui ne sont pas des Qui citoyens. ne sont pas des citoyens. Donc il Est-ce les que ça veut renvoie dire... dans la catégorie des citoyens de seconde zone, dites-vous. Mais c'est terrible, parce qu'à ce moment-là, faut-il, si on va au bout du raisonnement justement, faut-il comprendre qu'il ne faut pas soigner ces gens-là? Faut-il comprendre que demain, quelqu'un qui est obèse ne peut pas se faire soigner du diabète, quelqu'un qui a un cancer du poumon parce qu'il a fumé est fautif? Non, c'est pas ça. Le système de la sécurité sociale, de la solidarité française, c'est que on soigne tous les malades. Mais il y a une détresse des médecins, vous l'avez vu dans les tribunes. Eux-mêmes s'interrogent sur Mais- leur serment d'Hippocrate. Comment fait-on? Ils sont tentés de dire je préfère sauver éventuellement, je ne veux pas parler à leur place, mais Vous avez raison. des malades du cancer, Je lis- que des personnes qui, certes, c'est leur liberté, mais font le choix de ne pas se vacciner. Je lis beaucoup les tribunes et les travaux Ouais. d'Emmanuel Hirsch, qui est un professeur d'éthique médicale, justement. Oui, qu'on a déjà Mais reçu ici. d'où bien vient sûr, ce tri? souvent. Elisabeth Martichoux, d'où vient ce tri? Ce tri du manque vient de place, de la vous allez pénurie, du manque de place. Donc on revient. Peut-être qu'il pouvait y avoir une pénurie il y a 2 ans, mais aujourd'hui, rien n'a été fait pour remédier à cette pénurie. Vous savez que si nous avions le nombre de lits, proportionnellement, qu'on avait en 2013, on en aurait pratiquement 1000 en plus. 1000 en plus, voyez. Le pass sanitaire est arrivé au Sénat. C'est chez vous, si je puis dire, politiquement. Il sera débattu dans l'hémicycle tout à l'heure. D'abord, le Sénat a refusé de travailler au rythme que voulait lui imposer le gouvernement. L'urgence sanitaire peut attendre, donc. Pas du tout, pas du tout. Le Sénat a considéré que vous avez que retardé et à l'Assemblée nationale et maintenant au Sénat. à l'Assemblée nationale, c'est tout simplement que des députés En Marche étaient à la buvette et que le parti majoritaire n'était pas à son poste. C'est tout. C'est l'explication, la seule explication. Et pour ce qui concerne le Sénat, avec Gérard Larcher et les autres présidents de groupe, quasiment unanimement d'ailleurs, on a considéré qu'on ne pouvait pas légiférer sur ce texte dans l'hystérie. Et c'est l'honneur du Sénat. Et je vais vous dire quelque chose. Pensez qu'il y a une urgence sanitaire. Gagner Oui. 2 jours, c'est couper court à l'hystérie, vous êtes sûr? Élise, bien sûr, bien sûr. La semaine dernière, c'était un climat qui n'était pas serein. Maintenant, je vais vous dire, l'objectif du texte, que je vais voter en plus,
celui qui s'exprime ici a voté le pass sanitaire et va voter le pass vaccinal. Donc je ne suis pas dans une opposition pavlovienne, systématique. Simplement, ce que je vais vous dire, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'il faut, pour que vous puissiez inscrire quelqu'un dans un schéma complet vaccinal, il faut des semaines, il faut plus d'un mois. Vous pensez bien que quand le texte sera voté, au 20, par exemple, janvier, il devra passer sans doute au Conseil constitutionnel. Attendez, il ne va pas être adopté Si, il va être adopté cette semaine. Ensuite, mais il aura sans doute le contrôle du Conseil constitutionnel, puisque des députés ont annoncé qu'ils saisiraient contrôle. Je veux dire... C'est important, quand Gabriel Attal dit ce sera dans la semaine du 17 janvier, vous dites oui, autour du 20 janvier, quoi. Oui, peu importe. Ce que j'essaie d'expliquer à nos téléspectateurs, très précisément, c'est que ce texte-là, le pass vaccinal, c'est fait pour inciter les personnes qui ne sont pas vaccinées à se faire vacciner. Mais pour avoir un schéma complet de vaccination, il faut 1 mois et demi. Donc vous voyez bien que le texte, de toute façon, les gens qui seront de bonne volonté, qui iront se faire vacciner, ils n'auront pas leur schéma vaccinal complet avant le mois de février. Or, la vague Omicron, on l'a bien vu en Afrique du Sud, elle est très rapide. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas à 2 jours près et à 3 jours près. Mais c'est pour protéger les personnes qui ont leur schéma vaccinal de la proximité avec ceux qui n'ont pas le schéma vaccinal. Non. L'objectif, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Non. L'objectif du texte, et c'est pour ça que je le soutiens, c'est qu'on voit bien que plus de 80%... Pour conduire les non-vaccinés vers le vaccin. Est-ce que le pass vaccinal, pour de ceux qui ne sont pas vaccinés occupent les lits de réanimation. Et c'est pour les protéger eux-mêmes d'abord. Et aussi eux-mêmes. Donc vous voterez ce texte à quelles conditions ? Ce ne sont pas des conditions, on va les voter parce qu'on donne des pouvoirs au gouvernement. La contrepartie, bien sûr, c'est de le contrôler. Encadrement, premier dispositif, un mécanisme d'autodestruction du pass vaccinal dès lors que la situation sanitaire ne l'exigera plus. Premier mécanisme, c'est protecteur de la liberté des Français. Deuxième mécanisme, pas question d'instituer l'inspection du travail dans les entreprises pour dire ce poste est télétravaillable. Celui-ci ne l'est pas avec la sanction, le flicage des entreprises. Et enfin, troisième point, nous sommes réticents au contrôle d'identité puisque vous savez que le droit français réserve le contrôle d'identité aux officiers de police judiciaire. Même les policiers municipaux n'ont pas le droit de le faire. Alors les buralistes ont le droit de le faire quand ils soupçonnent un mineur d'acheter des cigarettes. Voilà. Alors en cas de soupçon, etc., on va trouver... Il y a des dérogations. Oui, bien sûr, il y a des dérogations. Mais justement, on préférerait utiliser le mode dérogatoire que demander systématiquement une vérification d'identité. D'accord, mais je n'ai pas bien compris. Vous voterez le texte, quoi qu'il en soit, parce que le pass vaccinal, ça vous semble important. On votera le texte, et on l'amendera. Attendez, on est le Parlement quand même. On est dans une démocratie parlementaire. Est-ce que le gouvernement, sur la limitation, par exemple, dans le temps, vous dites... on veut que ce soit le Parlement ou le dispositif qu'on va faire voter qui permette de dire stop ou go au pass vaccinal. Est-ce que ça, le gouvernement pourrait l'entendre ? J'espère, en tout cas, j'espère. Mais vous avez des indices ? Non, je n'ai pas d'indice. J'attends la discussion qui va commencer tout à l'heure. Ce que je rappelle, c'est que pour faire une loi, il faut la coopération des assemblées et du gouvernement. Et je pense que quand on veut instituer ce mécanisme du pass vaccinal, je recommande au gouvernement d'écouter aussi les oppositions, surtout lorsqu'elles sont constructives. Est-ce que LR sera divisé comme à l'Assemblée nationale sur ce vote ? Non, parce que sur le pass vaccinal, il y avait une minorité qui s'est opposée, mais une très forte majorité de mon groupe qui avait soutenu. Et je pense que ce sera la même proportion. Donc très majoritairement, nous voterons Vous voterez au ou vous Sénat. abstiendrez ou vous voterez pour ? Très majoritairement, nous voterons pour le pass vaccinal que nous avions voté pour le pass sanitaire. Ça fait moins désordre, effectivement. En tout cas, je pense que nous essaierons de travailler loin de l'hystérie. Voilà, sereinement. Alors, 100 jours, vous êtes le monsieur 100 jours de Valérie Pécresse. Il y a une mesure qui focalise la critique de la Macronie et de la majorité, c'est la suppression de 200 000 postes de fonctionnaires. Est-ce que d'abord, ça fait partie des priorités que vous allez mettre dans votre programme de 100 jours et où, parce qu'on n'a toujours pas la réponse à la question, où les supprimerez-vous ? Alors, un mot peut-être sur les 100 jours, déjà. Ce qui désespère les Français, c'est qu'ils constatent souvent que les gouvernements, les présidents de la République passent et que rien ne change. Et je pense que si on veut vraiment réformer, fortement réformer, il faut aller vite. Il faut utiliser les 100 jours, voire même les 200 jours. Sur les fonctionnaires, Valérie Pécresse a dit on supprime 200 000 et on va réembaucher 50 000. Donc ça fait suppression nette 150 000. 150 000, notamment
dans le personnel de soins. La Cour des comptes et d'autres, vous savez que depuis 80, indiquaient que le nombre de fonctionnaires en France a doublé par rapport à la population depuis 80. Donc ce n'est pas un problème de moyens. Bien sûr qu'il va falloir supprimer des doublons. Vous savez que tout le monde n'est pas aux 35 heures. Là encore, il y avait un rapport. Vous parlez du personnel de soins. Le personnel de soins, parce qu'elle veut embaucher 25 000 D'accord. personnels Mais soignants supplémentaires. Pour être clair, Voilà. je suis une directrice d'hôpital. Je vous écoute aujourd'hui, Bruno Retailleau. Est-ce que je dois m'attendre à des suppressions de postes de l'administration de mon hôpital? Non, il y a deux choses. Non, vous ne toucherez pas, vous ne sanctuariserez. Non, mais puisque même dans, elle s'est engagée, même dans les personnels. Elle s'est engagée à recruter 25 000 en plus pour le personnel soignant. Deuxième chose, l'hôpital français croule. La perte de sang, c'est la bureaucratisation. Et donc, on a 34% d'encadrants administratifs. En Allemagne, il y en a 25%. Et donc, il faut réorienter ces postes au chevet des malades. Voilà. C'est ce que veulent les Français. Redéploiement, il y aura moins de personnel administratif. Exactement. C'est la débureaucratisation de la société. D'accord. Donc là, il n'y a pas très de franchement, ceux qui ne veulent rien. Il n'y a pas de suppression à l'hôpital. Non, c'est ce que je viens de vous dire. Au contraire, il y aura des créations. C'est clair, hein, donc c'était bien de le faire. Mais je le dis de façon la plus formelle. Est-ce que vous demanderez surtout aux collectivités locales de supprimer des postes? Tout le monde doit faire des efforts. Mais est-ce que c'est Tout le monde doit faire des efforts. Est-ce que c'est Et on a 5,5 millions d'emplois publics en France. Voilà. Et on s'imagine en France. Beaucoup sont imaginés, par pure démagogie, que tout le problème français venait d'un manque de moyens. C'est faux. C'est faux. J'ai encore beaucoup de questions, mais vous ne me dites pas, ou vous dites le principe, c'est très bien, on a compris, excès de bureaucratie, etc., administration administrante, vous ne dites pas où. Non, parce que c'est le terme d'un processus de débureaucratisation, de décentralisation, de suppression des doublons. Mais où je vous donne un exemple. Vous savez que depuis 2007, les agences, on a démembré l'État, on a fait des autorités administratives, on a fait des agences. Il y en a plus de 500. Elles ont augmenté leurs effectifs de plus de 240 000 emplois. Là, bien sûr, on tapera. Lorsque j'étais président de région, j'avais, moi, des collaborateurs qui s'occupaient d'aide aux PME. L'État avait des collaborateurs qui s'occupent d'aide aux PME. Ces doublons, on les supprime, bien sûr. Vous nous direz ce que je dans veux votre dire, programme. c'est que... Mais oui, mais c'est parce que c'est l'issue d'un processus, justement, de modernisation de l'État. Mais cette promesse-là, elle la tiendra. On ne peut pas vivre la France au-dessus de nos moyens. Voilà, Elle ne sera pas amendée avant le 10 avril. Je n'ai pas confiance en Valérie Pécresse. Quand ça vient d'un ancien numéro 2 de LR, ça fait mal, non ? Quand ça vient de Guillaume Pelletier, le mal est moindre. C'est vous qui l'avez nommé numéro 2 de LR. Hein. Ah non, c'est pas lui qui s'est autonommé. Non, il a été nommé numéro 2. Ça n'est pas moi. Du parti ça LR. n'a jamais été fonction moi. éminente. Ça n'a jamais été Et moi. il dit ça aujourd'hui. Oui, mais la déloyauté, c'est ce qui abîme la politique. Je pense que la droiture, dans la vie, comme en politique, c'est une qualité que recherchent les Français. Moi, je ne veux pas prononcer de sentence vis-à-vis de celui qui a manqué de loyauté. Simplement, c'est les Français qui verront. Je pense que la droiture, c'est quelque chose d'important. Et par ailleurs, je crois qu'il fait une faute stratégique fondamentale, une erreur d'analyse. Puisque, si je comprends bien, il veut tourner la page Macron. Eh bien, la seule qui soit à même, demain, de battre Emmanuel Macron au second tour, c'est pas M. Zemmour, c'est pas Mme Le Pen, c'est bien sûr Valérie Pécresse. Un récent sondage de ce week-end le disait. Elle est de très loin, très loin, celle qui peut battre Emmanuel Macron. Dans notre sondage, on a désormais, depuis hier, un sondage quotidien IFOP. Rendez-vous tous les jours à 17h, qui situait hier à 15,5% Valérie Pécresse. Marine Le Pen la domine à 17%. Le match se joue contre qui Emmanuel Macron. Pas Marine Le Pen. Marine LePen est devant Valérie Pécresse depuis plusieurs sondages. Non, je pourrais vous donner d'autres sondages. Il ne faut pas d'abord se qualifier au deuxième tour. Bien sûr, bien sûr. Le match sera évidemment d'abord le premier tour. Et c'est la raison pour laquelle Valérie Pécresse doit parler à notre électorat pour rassembler notre famille politique. Quand elle me pose cette question, c'est ce que je lui réponds. Elle n'en doute pas. Voilà, de cette ligne d'une droite. Pardon. Vous ne devez pas d'abord battre Marine Le Pen bien pour sûr, ensuite. Mais bien sûr, donc quand je vous demande le match se joue contre qui, vous ne me dites pas Marine Le Pen. Non, parce que au bout du bout, il faut battre Emmanuel Macron. Il faut évidemment se qualifier pour le second tour. Ah oui. Mais si nous sommes au second tour, Emmanuel Macron sera battu. Éric Zemmour ne pourra pas le battre. Marine Le Pen ne le battra pas. Le vote utile, c'est Valérie Pécresse. Encore deux questions. Dans l'opinion hier, sous la plume de l'excellent Ludovic Vigogne, un proche de Zemmour. Maintenant qu'il nous a rejoint, Pelletier, que va faire Bruno Retailleau ? Position pas tenable pour lui.
Bruno Retailleau soutient Valérie Pécresse parce que Bruno Retailleau en a marre du quinquennat d'Emmanuel Macron qui aura été le quinquennat du désordre et de la discorde. Nous venons de publier un bilan sur 40 pages du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il n'a retenu aucune de ses promesses. 40 pages, j'en ai vu, il y en a 68. Transformation, il n'a rien transformé, il a tout continué, et il a divisé un peu plus les Français. Donc je mets ma force, mes convictions au service de Valérie Pécresse pour que nous puissions battre Emmanuel Macron. Aucune ambiguïté. Au second tour. Il n'y a aucune ambiguïté d'ailleurs. Elle m'a chargé d'une tâche importante, qui est aussi une tâche de confiance, de préparer le début de son quinquennat sur 100 et 200 jours. On rappelle que c'est François Fillon qui avait fait le programme des 100 jours pour Nicolas Sarkozy. Vous êtes le Fillon de Pécresse. Fabien Roussel, ce qui ne doit pas vous déplaire. Fabien Roussel, juste un mot. Il fait l'éloge de la gastronomie dimanche. Il est victime d'attaques sur les réseaux sociaux, traître à sa cause, anti-végane, réactionnaire. La gauche se déchaîne contre le candidat communiste. Vous volez à son secours ? Il a dit, je ne sais pas si on va le voir d'ailleurs, mais il a dit dans un tweet que donc dites-moi ce qu'il a la dit, parce viande. que vous l'avez pas vu. C'est-à-dire En tout cas, vous n'avez pas Fabien tweeté Roussel, pour qui est lui le contre candidat lui. du Parti communiste, Il a dit vive le bon vin. Oui. Vive la bonne chair, vive la gastronomie française. Il a raison. Oui, mais vous voyez Fabien les Roussel, réactions. je vous soutiens. Je vous voilà. soutiens, Fabien Roussel, C'est ce que je voulais. dès lors que vous vantez la gastronomie française, parce que moi, je suis attaché au patrimoine français, c'est la culture française. Une partie, d'ailleurs, est reconnue comme patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il a totalement raison. Et il y a des dingues, il y a des radicaux qui ont perdu, d'ailleurs... C'est le problème de la gauche, c'est que la gauche a oublié la question sociale pour des questions de ce type-là, sociétales, si j'ose dire. Et c'est comme ça qu'elle s'est perdue. Voilà, Bruno Retailleau soutient Fabien Roussel. Dès lors qu'il parle de c'est la folie gastronomie. du jour. Dès lors qu'il parle de Merci gastronomie. beaucoup d'avoir été C'est avec moi qui vous nous, remercie. ce matin sur LCI.